Vaudou aujourd'hui, le vaudou, le vaudun, le vaudoune, en fait, plusieurs appellations que je vous montre tout de suite. Alors, le vaudou, ça peut être le vaudou comme ça peut être le vaudou comme ça, ou ça peut être le vaudoune, pardon. Alors, selon les origines, c'est un univers assez complexe. Et c'est surtout que ça suscite beaucoup d'éléments imaginaires. Alors, on va essayer de faire je dirais, on va peut-être essayer de clarifier les mythes et aussi présenter la réalité concernant la religion vaudou. Je commence tout de suite en vous mettant en garde, surtout qu'il y a plein d'informations qui circulent dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Vous avez des problèmes en amour, vous voulez résoudre certains problèmes financiers, vous voulez trouver des solutions pour embellir votre intérieur, pour arriver à devenir un multimillionnaire, en tout cas, pensez à toutes les raisons qu'on peut évoquer. Et il y a toujours un vaudou expert, un expert en vaudou qui va vous guider selon, évidemment, vos moyens financiers et on vous garantit la fiabilité et le sérieux. Est-ce que ça l'est? Ça dépend de vos croyances. On vous ajoute à ça des gris-gris, des poupées ensorcelées, des sacrifices, des exorcismes, en fait. Le spectre est tellement large qu'on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux en ce qui concerne le vaudou. Les origines, en fait, c'est en Afrique. Vous pourrez voir sur la photo, j'ai mis une image que vous allez voir à la droite. C'est une image, entre autres, de la cérémonie du bois caïman. C'est une cérémonie vaudou qui est excessivement importante dans l'histoire d'Haïti parce que c'est à l'origine de la fondation. On dit que c'est l'événement fondateur en ce qui concerne la révolution et aussi tout ce qui a trait à l'indépendance d'Haïti qui va se dérouler par la suite. Donc, cette cérémonie-là a eu lieu en 1791. Ça vous montre quand même aussi l'ancienneté de l'établissement. Les origines, donc, c'est africain, particulièrement le Bénin et le Togo. Mais avec l'esclavage et tout le trafic négrier, on va retrouver le vaudou un petit peu partout sur les différents continents. Entre autres, on va le retrouver à Cuba avec la santeria. On retrouve au Brésil le candomblé, mais il y a d'autres variantes également. En Haïti, évidemment, le vaudou. Au Mexique, aux États-Unis et plus récemment, je lisais qu'il y avait un rapprochement à faire entre vaudou et islam. Alors, ça veut dire que c'est une religion, en fait, qui est excessivement dynamique et qui s'inspire et qui va récupérer aussi des éléments des pays d'accueil et des autres religions. Donc, ça fait une espèce de syncrétisme fort intéressant à étudier. Pendant l'esclavage, évidemment, ça s'est développé de façon accrue. D'une part, c'est un moyen de solidifier les liens entre les différents esclaves qui venaient d'un petit peu partout sur le continent africain et le fait que c'était interdit pour eux de parler leur langue, d'utiliser en fait tout ce qui est en rapport avec leur culture d'origine. Alors, tous ces rituels-là étaient exécutés en secret et pour faciliter la chose, on a emprunté donc des éléments des religions ou des rituels des pays dans lesquels ils se sont retrouvés. Ce qui explique la variété, ce qui explique aussi, par exemple, la capoeira au Brésil, la santeria dont je viens vous parler à Cuba, même en Colombie, au Venezuela, etc. Alors donc, les origines sont excessivement bien, je dirais, élaborés. Dans à peu près tous les ouvrages, on spécifie vraiment comment tout ça a évolué au cours des années. Mais c'est pas juste une religion. Le vaudou, c'est une culture, c'est une religion, c'est une philosophie, ça touche les arts. Il y a tout le domaine musical, le domaine aussi de la danse. Ça fait partie entièrement du vaudou. On peut donc pas isoler chacun des éléments et dire qu'il s'agit seulement d'une religion. Tout ce qui est croyance, ça fait appel aux esprits. C'est surtout ça qui fascine et qui enflamme notre imagination. On fait appel également au pouvoir surnaturel. Bien sûr, il y a des sacrifices d'animaux, il y a des rites de possession, il y a des sortilèges. Je vous ai parlé tout à l'heure des gris-gris. Ça existe, mais il ne faut pas donner non plus d'importance à ces éléments-là, plus à un qu'à l'autre, et voir que ça s'insère dans
dans tout le processus. Les rituels sont liés à des croyances magiques, des cérémonies, il y a des fêtes aussi pour essayer d'arriver à concilier les puissances, puissances divines, les esprits bénéfiques et les esprits maléfiques également. Comment on fait pour y arriver? Ben, évidemment, il y a toute une série d'éléments qui nous servent de repères, entre autres le panthéon vaudou, donc quand on parle des saints, des dieux et tout ça, est énorme, il est immense, on peut dire plus de 400. On va retrouver 400 esprits. On les appelle les esprits. On les appelle aussi les Loas. Les Loas, donc, ce sont les esprits vaudous, on peut les appeler comme ça. On peut les appeler aussi des mystères ou des invisibles. Et ils ont des noms assez très bien définis, donc avec plusieurs variantes. On parle de Baron Samedi, Erzuli Freda, on parle d'Ogu Ferraille, on parle de Legba. Et chacune de ces divinités-là, en fait, a sa propre personnalité, il faut s'entendre là-dessus, a son comportement attitré, donc avec des éléments de référence qui vont nous servir à les identifier littéralement et aussi des nourritures appropriées. Alors, il y a quelques images que je vous ai mis, il y en aura 3, vous allez retrouver entre autres Baron Samedi qui va être ici. Il y a une espèce de pacte, en fait, signé, des ententes entre les esprits et qui veut en faire appel, je vous dirais. Et aussi, vous allez avoir ici la troisième image, c'est Erzuli, que beaucoup associent à la Vierge Marie, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'amalgamer, d'essayer de s'acoquiner avec des éléments de référence qui ne seront pas trop inquiétants pour les colons quand ça a été implanté. Donc, le Panthéon vaudou, c'est plus de 400 lois des esprits. Et dans le fond, c'est les expressions différentes d'un seul et même Dieu. C'est pas compliqué parce que le vaudou reconnaît l'existence de Dieu. C'est comme dans beaucoup d'autres religions, même si on parle de religion animiste et tout ça. Le vaudou nous dit qu'il nous faut 16 vies, 8 fois en tant qu'homme et 8 fois en tant que femme, afin d'accomplir toutes les expériences. Après les 16 vies, on possède la sagesse. Alors, une espèce de nirvana, une sagesse qu'on va peaufiner au fur et à mesure des expériences. Comment on fait appel aux esprits? Ben, il y a toute une procédure, évidemment, puis c'est pas n'importe qui peut le faire. Pour y arriver, ben, ça prend une initiation, je vous en parle dans quelques instants. Mais pour entrer en contact avec les esprits, on passe par les vévés. Alors, les vévés, dans le fond, je vous en ai mis, vous avez des images ici au tableau. Ce sont des dessins, littéralement. En fait, ça ressemble beaucoup plus à une calligraphie. C'est très artistique, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, il y a des expositions. Quand je vous parlais tout à l'heure de la dimension artistique, ça fait partie de ça. Donc, les vévés, ce sont des codes d'appel des lois. Donc, les codes d'appel des esprits, c'est de nature éphémère. D'abord, ça ne reste pas. C'est fait comme entrée en matière, donc pour aller rencontrer les esprits. C'est fait en poudre, c'est tracé, il faut que ça soit fait debout par le prêtre vaudou, le prêtre vaudou, la prêtresse vaudou. Donc, c'est tracé en une seule fois. Avec, ça peut être de la poudre de maïs, ça peut être de la poudre de céréales quelconque, et ça doit être dessiné par terre. Et on éparpille donc toute la substance. Ça peut être l'écorce, de la farine de blé, ça peut être la brique rouge là, réduite en poudre. En fait, à peu près, ça, c'est pas vraiment important. C'est plus le dessin lui-même qui est comme une porte d'entrée pour entrer en rapport avec les esprits, donc dans l'au-delà. Qui doit faire ça? C'est soit le Hungan ou la Mambo. En fait, on a l'habitude de dire Mambo, mais en réalité, en créole, on devrait dire Mambo. OK, c'est la Mambo et c'est le Hungan. Alors, qui sont-ils? En fait, on parle plus souvent des Hungans, mais c'est pas une caractéristique uniquement réservée aux hommes. C'est-à-dire, dans le fond, on parle de chef spirituel. C'est la personne qui organise des cérémonies. C'est la personne par laquelle passent les esprits. Donc, c'est par sa personne, en tant qu'initié, quelqu'un qui maîtrise un peu tous ces éléments-là. Donc, s'il y a des informations à transmettre, il faut que ça passe par le Hungan ou la Mambo. Donc, pour ce faire, ben, évidemment, il y a un temple.
Ici, dans la religion catholique, il y a des églises, on a des synagogues, etc. Dans le vaudou, il y a le temple qu'on appelle le Humfor et le poteau-mitan. C'est assez amusant parce que en anthropologie, nous, on s'intéresse beaucoup à la symbolique des choses. C'est pas la réalité, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, c'est plus la symbolique et la place que ça occupe à l'intérieur des sociétés ou des cultures. Le poteau-mitan, littéralement, c'est un poteau. C'est vraiment un poteau dans lequel, un peu comme un poteau de téléphone, littéralement, donc qui marque le centre du temple. Et il y a plein d'éléments qui vont graviter autour de ça. Alors, quand on dit qu'une personne, c'est le poteau mitant, ben, ça veut dire c'est l'axe central, c'est une personne excessivement importante. Donc, ça se reflète aussi dans le reste de la société. Donc, on va dessiner les vévés. Le Hungan va les dessiner, il peut en avoir un, deux, trois. En fait, le nombre n'est pas prédéterminé, ça dépend aussi des demandes et tout ça. Donc, pour ce faire, donc, ça suppose une certaine initiation parce que sinon, vous n'arriverez pas à maîtriser, en fait, tous les éléments, tous les rouages. Il y a des Hungans qui sont célèbres. Il y en a un qui est décédé dernièrement. Et pour vous dire l'importance qu'il avait, c'est quelqu'un qui a eu des funérailles nationales, littéralement. En fait, les gens de tous horizons, de tous milieux socio-économiques, que ce soit des dignitaires ou autres, qui ont rendu hommage, entre autres, à Max Beauvoir. Vous allez voir sa photo, elle est derrière moi. Max Beauvoir, qui est né en 1936, qui est décédé en 2015. Qui s'est fait connaître partout à travers le monde, tant par ses écrits, par son érudition. Je vous ai mis d'ailleurs en référence une petite vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur le site d'Île en Île, donc une entrevue avec lui qui explique un peu son parcours et aussi, je dirais, toute l'influence qu'il a eue et le sérieux également qu'il a donné à tout ce qui était vaudou. Il faut dire aussi, petite parenthèse, c'est que tout ce qui a été vaudou pendant une très bonne période, ça a été je dirais, considéré de façon négative. D'abord, ça a été banni. Les gens qui le pratiquaient, les vaudouisants connus, ben, on les enfermait, on les arrêtait, on a détruit des temples vaudous, il y a eu l'ingérence de la religion catholique. En fait, il y a eu en fait un mouvement de rejet du vaudou, alors qu'aujourd'hui, ben, on célèbre le vaudou. Il y a un festival vaudou au Bénin, donc dans le pays d'origine, chaque année depuis à peu près 4 ou 5 ans. Il y a des séminaires, il y a un festival également d'art vaudou. Donc, ça suppose aussi qu'on reconnaît l'existence en tant que telle, mais aussi on apprécie, en fait, pas juste le côté spectaculaire, mais le côté bienfaisant, bienveillant qu'on peut aussi associer au vaudou, parce qu'en fait, c'est un peu un endroit où les gens vont se ressourcer. C'est un peu un centre communautaire avec plus large diffusion, avec pas nécessairement des limites par rapport aux activités qu'on peut y exercer. Alors, c'est important de souligner ces éléments-là parce que, justement, on peut dire que le vaudou a gagné ses lettres de noblesse. Si vous avez envie de vous marier sur les rites vaudous, vous pouvez le faire maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 40 ans, parce qu'on vous aurait enfermé, on vous aurait emprisonné.